Nous sommes dirigés par une mafia. Est-ce que l'homme providentiel qui règle tout est la bonne solution? Certainement pas. Le coup de pression de Macron, c'est un mec qui dit attention, si tu me mets une droite, les gens vont le voir. Est-ce que Macron serait prêt à sacrifier des soldats français? Est-ce que Macron serait prêt à sacrifier à peu près tout ce que ce pays a pour sauver son cul et son image? Oui, il l'a déjà démontré 200 000 fois. Il est confronté à son impuissance complète et à son incapacité d'agir. C'est absolument ridicule de voir qu'on baisse la tête devant le pays du Helmorgène et qu'on montre les muscles face à des gens qui ont des milliers d'ogives nucléaires prêtes à lancer. Il a dit, j'ai un truc important à vous dire sur le référendum, et le truc important, c'était qu'il n'y avait pas de référendum. De Gaulle n'a jamais pensé que tu pouvais avoir un garde des Sceaux mis en examen. Il faut interdire les partis politiques en France. Et à chaque fois, ils ont joué le parachute, la sécurité, le discours minimum et l'hypocrisie. Ils auront toujours des Agnès Pannier-Runacher qui viennent expliquer que les pauvres n'ont pas de voiture. Mais on n'a pas fini de rire. Très clairement. Peut-on encore rire de la politique de la France et du monde dans ce contexte qu'on va qualifier de un petit peu anxiogène? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Greg Tabibian. Salut. Greg Tabibian, je rappelle, vous êtes vidéaste, humoriste et vous possédez la chaîne Je suis pas content sur YouTube. Voilà. Alors, on va parler d'Emmanuel Macron dans un premier temps. Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore drôle? Alors, parce que pourquoi je vous pose cette question, c'est qu'on a l'impression, pour regarder vos vidéos, notamment quand elles abordent la question ukrainienne, que le ton est plus grave, que ça vous fait moins rire. Oui, bah, il l'a montré dans son intervention à la télé. Au d'un moment, c'est difficile de commenter le vide, le néant, même s'il y a encore, bien sûr, des fois des choses qui sont permanentes chez lui, quoi. Mais il y a aussi un côté qui vous effrayait, ou en tout cas, peut-être j'exagère, mais qui vous effrayait un petit peu, notamment par rapport à la guerre et par rapport à l'envoi des troupes de soldats français. Par rapport à l'envoi des troupes françaises, par rapport à la guerre, par rapport à la fédéralisation de l'Europe, par rapport à l'état des comptes publics, par rapport à l'état de la violence en France, par rapport à l'état des hôpitaux, par rapport à plein de choses. Il y a des choses qui deviennent terriblement effrayantes, ouais. Il y a des choses qui deviennent terriblement effrayantes, mais que peut-on faire de plus? Alors, beaucoup de choses. Est-ce que ça dispense de... Je comprends qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais j'arrive plus à en rire ». Après, est-ce que ça devient légitime de le faire? Il y a toujours des gens qui en ont besoin. Et vous arrivez toujours à trouver l'inspiration par rapport au personnage? Bah oui, parce que déjà, il a la gentillesse de... Alors bon, c'est pas toujours de son fait, mais il a la gentillesse de renouveler son casting ministériel assez régulièrement, ce qui permet donc d'avoir un petit peu de variété. Il a aussi l'habitude de renouveler son casting parlementaire, ce qui permet de découvrir des nouveaux visages. Non, je trouve que là-dessus, son instabilité a peut-être été justement un coup de chance pour avoir systématiquement des ministres différents. Quand on passe on a Castaner, on a Darmanin, on a Retailleau, puis on a des Schiappa et des Sibeth, et puis après on en a d'autres. Et puis sinon, il y a eu de la diversité, je trouve. J'ai un peu de mal quand même à m'intéresser au nom des nouveaux, mais c'est tragique, c'est tragique parce que on a tout eu. En fait, on a commencé avec le président du progrès, du nouveau monde de demain, des pyramides et des machins et des trucs et du Wokim's. Et puis on finit avec on commence avec le plus jeune président de la 5e et on finit avec le plus vieux premier ministre de la 5e République, qui est un vieux catho-conservateur de droite. Je trouve c'est fascinant comme boucle, que c'est un Ouroboros, ce truc, quoi. Et paradoxalement, vous dites Premier ministre, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il est président en cohabitation et on n'a pas vraiment l'impression qu'il se sent en cohabitation. Non, pas du tout. Hier, il n'avait pas l'impression qu'il était en cohabitation. Alors vous dites hier, je rappelle que c'était une mission... Oui, pardon, oui, c'est vrai mais c'est vrai que quand on regarde son dernier débat, sa dernière intervention télévisuelle, on a l'impression qu'il n'a pas compris. Mais bon, est-ce qu'on avait besoin de précision? Il y a eu des élections, il n'en a pas tenu compte. Donc, il ne se sent pas en cohabitation, donc il ne sera pas en cohabitation. Dans sa tête. Le premier volet de cette fameuse émission qui a eu lieu la semaine dernière sur TF1, c'était le volet international. Il a répété plusieurs fois ne pas vouloir de troisième guerre mondiale avec la Russie. Est-ce que ça vous a rassuré? Oui, alors il a été très drôle sur ça. Bon, déjà il a ouvert en nous expliquant qu'on avait mal compris, que si 60% des Français étaient très défavorables à son action politique, c'est parce que la France était un pays ontologiquement pessimiste. Donc il arrive toujours à faire des essentialisations sur le peuple français quand il y a un truc qui lui va pas. C'est vraiment le truc des Gaulois réfractaires, tu vois, le truc. C'est toujours nous qui n'avons pas capté. Alors.
au début, ça commençait assez mal parce qu'il a répété pour la 17e fois son espèce de fake news belliciste sur lequel se base tout son pseudo-projet de réarmement. Il a redit en substance, la Russie ne s'arrêtera pas là. C'est-à-dire, l'invasion de l'Ukraine est un prémisse à l'invasion des pays d'Europe de l'Ouest. Ce qui est délirant, ce qui n'est colporté par rien, ce qui est complètement fou. Mais là, on a eu un échange assez particulier parce qu'on a eu, alors tout ça est fabriqué par des communicants, hein, mais on a eu Gilles Boulot qui s'est mis dans un rôle assez étrange où il s'est mis, donc ils nous ont diffusé des reportages de militaires ukrainiens qui chialent parce qu'ils n'ont pas assez de missiles, et puis il a passé vraiment 10 minutes à dire à Macron, mais monsieur le président, pourquoi vous ne faites pas plus, pourquoi vous n'envoyez pas plus, pour pousser Macron dans une espèce de posture de modéré. Donc je pense que c'est une communication décidée à l'Assemblée, décidée à l'Élysée, mais c'était très étrange. Alors puis il était là et puis il disait, mais les Français, quand on les interroge, se posent la question de savoir, mais pourquoi vous n'envoyez pas plus d'argent ? Quel Français se pose la question de savoir pourquoi on n'envoie pas plus d'argent ? Puis il te dit, parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est avant tout l'hôpital public, que les Français soient en sécurité, l'école, le machin. Donc il voulait vraiment pousser Macron dans cette espèce de posture de modéré, pour une raison assez étrange. Et puis ensuite, il lui dit, pourquoi est-ce que les Français veulent savoir aussi, pourquoi est-ce que vous imposez pas plus au privé d'investir dans la défense nationale ? Et là, il a cette réponse absolument géniale, qui est que si le privé ne veut pas investir sa thune dans son espèce de projet de réarmement fantoche, ce serait parce que l'Union européenne, je ne sais pas si vous avez vu ce passage-là, stigmatise ceux qui investissent dans la défense et leur tape dessus depuis 40 ans. Donc c'est la faute de l'UE. Et donc après, il nous a dit, oui, on va envoyer des troupes, on va envoyer des troupes, mais il a esquivé complètement la question. Parce qu'il dit on va envoyer des troupes, mais le but c'est pas d'avoir des forces combattantes, c'est d'avoir, comment il a appelé ça, une force de réassurance. C'est une sorte de de Club Med qui a pour but de donner de la motivation aux gens et de les motiver. Et il dit mais on sera pas sur la ligne, on va envoyer des mecs qui vont regarder la bagarre, quoi. Et donc Boulot lui dit mais si jamais la Russie attaque, est-ce que les troupes françaises répliqueront ? Et pendant 6 minutes, il refuse de répondre. Il parle de la pluie, du beau temps, du soleil, mais il ne répond pas à cette question-là, il ne veut pas le dire, et il dit l'important c'est pas qu'on entre, d'un moment il finit par lâcher le truc, et il dit l'important c'est pas tant est-ce qu'on va répondre, que si jamais la Russie, on a des troupes sur place et ne respecte pas le cessez-le-feu, du coup la communauté internationale sera témoin que c'est une attaque contre la France. Donc en fait le coup de pression de Macron c'est de dire à Russie, c'est un mec qui dit attention, si tu me mets une droite, les gens vont le voir. Donc faut que Poutine prenne ça au sérieux. Je pense qu'il est confronté à son impuissance. En fait, c'est toujours la même chose. Je ne dis pas qu'il va faire. Je dis, est-ce que Macron serait prêt à sacrifier des soldats français ? Est-ce que Macron serait prêt à sacrifier à peu près tout ce que ce pays a pour sauver son cul et son image ? Oui, il l'a déjà démontré 200 000 fois. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il est confronté à son impuissance complète et à son incapacité d'agir. Donc, est-ce qu'on va envoyer 300 soldats tirer les coups de feu en l'air ? Peut-être. Et est-ce qu'il est crédible quand il essaye de montrer, c'est vous qui le dites, mais de montrer les muscles face à Vladimir Poutine, face à Donald Trump, quand lui-même n'arrive pas à, on va dire, gérer le cas de l'Algérie, qui me semble un cas nettement plus simple. C'est des cas compliqués. Nous n'avons pas des millions de ressortissants russes sur le territoire français, donc il y a un moment, c'est pas la même chose. Mais effectivement, on peut en tout cas s'amuser de ce décalage entre un type qui menace régulièrement de conflit une superpuissance nucléaire, mais qui n'arrive absolument pas à faire appliquer 3 OQTF sur les ressortissants algériens et qui baisse la tête pour Boualem Sansal. Donc oui, c'est absolument ridicule de voir qu'on baisse la tête devant le pays du El Morgen et qu'on montre les muscles face à des gens qui ont des milliers d'ogives nucléaires prêtes à lancer. C'est assez ridicule, oui. Ça, en tout cas, c'est saisissant. Est-ce que les deux cas sont comparables diplomatiquement ? Non. Mais c'est révélateur. Et de 20, voilà le 20e numéro de Front Populaire, il est consacré à la question du fascisme. Le mot est utilisé, comme on le sait, à toutes les sauces. Même chose avec extrême droite, avec vichiste, avec pétiniste. On a voulu, dans ce numéro, réfléchir à la question du qui est fasciste, qui peut être dit d'extrême droite. Il y a évidemment des contributions formidables qui abordent des questions de l'antisémitisme, du négationnisme. Qui était Le Pen ? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen ? Ça permet de remettre les pendules à l'heure pour éviter
d'utiliser les mots n'importe comment et faire de telle sorte que s'il y a une menace d'extrême droite et s'il y a une menace fasciste, on puisse la désigner. Quand on voit des fascistes partout, ils ne sont plus nulle part. Et il me semble que la conclusion de cet ouvrage, c'est que s'il y a du danger, c'est peut-être pas forcément sur le côté droit de l'échiquier qu'il faut aller voir, mais qu'il peut y avoir aussi des fascismes rouges. L'émission de la semaine dernière a été intéressante dans un certain sens. Elle durait plus de 2h30, je crois. Elle était passablement longue, passablement éprouvante pour les nerfs. Avant d'aborder le cas du référendum, parce qu'on va y venir, au fond, est-ce que c'est pas la preuve d'un président qui s'ennuie pour consacrer autant de temps à une émission dont on ne ressort pas grand-chose, qui cherche absolument à rester sur le devant de la scène? En fait, grosso modo, qu'est-ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron? D'assurer le service minimum, de sauver un peu son bilan, de dire que si les gens aimaient pas son truc, c'est parce qu'ils avaient mal compris. Il a essayé de redonner une image, mais il y a des aveux qui sont terribles. Quand on lui demande tout simplement si dans telle discussion avec Trump et Zelensky, il sera là, il dit non mais attendez, moi je suis pas dans le secret. Et à un moment il dit mais j'ai pas été mis dans la confidence. C'est terrible. C'est terrible, les aveux successifs d'impuissance, de manque de crédibilité. Puis c'est présenté bien. Il y a Rochemin qui dit oui, mais effectivement, l'Ukraine, la Russie a fait savoir que son interlocuteur elle avait choisi plutôt Donald Trump comme les États-Unis comme interlocuteur. Mais ils n'ont pas choisi les États-Unis comme interlocuteur. C'est que Macron a été lamentable. Donc l'aveu d'impuissance transpire à chaque phrase, à chaque déclaration, et puis pareil, rien n'allait dans sa posture, il était méprisant, rien ne va. Mais c'est très dur de commenter ce vide-là, parce que référendum, parlons-en du référendum, qu'est-ce qu'on va dire? Il a dit, j'ai un truc important à vous dire sur le référendum, et le truc important, c'était qu'il n'y avait pas de référendum. C'est une fait le coup qu'il nous fait à chaque fois. Hein. Mais c'est absurde. Et tous les médias se disaient alors sur quoi sera le référendum? Ils ont même pas pensé qu'ils pourraient dire que finalement il n'y en aurait pas. Tellement ça paraissait grotesque, autant de fuites, donc de mise en scène élyséenne pour finalement rien. C'est grotesque. Et puis l'autre de boulot qui est là, qui dit est-ce que Trump peut détruire la croissance française? C'est la cerise sur le gâteau au caca. C'est pas Trump qui va détruire la croissance française. Et puis là, pareil, Macron hallucinant qui dit, vous savez, finalement, c'est que 10% qui nous mettent. Moi, normalement, je suis un mec soft, je me serais pas embrouillé. Et là, on n'aurait rien dit, on peut l'encaisser, on a la France, que corico. Mais il y a quelque chose que par contre, là, fait que je ne l'accepte pas. C'est que ça touche les plus pauvres. Sur le référendum, je fais une petite parenthèse parce qu'on va commémorer les 20 ans du référendum de 2005, c'est quand même pas là. Ouais, c'est vrai. Vous avez le sentiment qu'on vivra un autre référendum? Oui, peut-être. C'est pas devenu une arme dont les élus et les élites ont terriblement peur désormais? Bah si, mais bon, il y en a qui ont peut-être plus une tradition référendaire que d'autres. Il y a quand même des sensibilités politiques de gauche et de droite qui proposent quand même quelque chose qui peut ressembler à un référendum d'initiative citoyenne. Donc, est-ce qu'on aura d'autres référendums qui viendront d'eux? Est-ce qu'on aura, autre question, un cadre légal qui nous permettra, nous, d'en proposer? C'est la question, mais ça dépend si effectivement le référendum n'est déclenché que sur fait du prince, il est peu probable en tout cas que les élites qui vont du PS aux Républicains nous en proposent un nouveau. Mais il y en aura peut-être d'autres. Dans cette émission, il y a eu également Emmanuel Macron a émis la possibilité de se représenter en 2032. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Et puis je me suis dit, putain, le con, il aura 51 ans. Si je dis pas de bêtises. Ah, il peut, ouais. Les Français sont suffisamment dévots, ouais. Il peut, ouais. Pour vous, la cinquième n'imposerait pas juste 2 mandats pour un président? Ça me semblerait pas évident. Les gens discutent parce que la situation s'est pas posée. Mais parce qu'encore une fois, la cinquième n'est pas faite pour gérer de tels niveaux d'égo et de corruption. Ni pour avoir des présidents. Mais un pays n'est pas fait pour avoir un président de 36 ans. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est exactement comme pour Dupond-Moretti.
Quand on a un ministre de la Justice qui est mis en examen, merde, que dit le texte? Bah rien, parce qu'en fait, ça n'a pas été pensé. De Gaulle n'a jamais pensé que tu pouvais avoir un garde des Sceaux mis en examen. Donc, en fait, il y a un cheat code parce que la plupart des situations n'ont pas été prévues. Parce que personne n'avait prévu ce truc-là. Donc, oui, il pourrait très bien se représenter. À la Sarkozy, j'ai mûri, machin truc, comeback. Je suis plus le jeune foufou des débuts. On remarquera que Nicolas Sarkozy ne s'est pas représenté, lui. Oui, mais il est revenu dans le jeu politique à un moment, testé sa popularité, et il nous a joué cette carte-là à balle. Après, il faut dire aussi qu'avec un bracelet, c'est quand même compliqué. Oui, mais c'était pré-bracelet, ça. C'est vrai. Je vous propose de parler, d'élargir la situation du pays. Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, hein, l'Ukraine, Gaza, l'insécurité, déficit, justice. Tout va. Tout va à volo, comme dit. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que rire est encore moral? Oui. Pourquoi ce serait pas moral? Non, ça l'est. On va pas enlever ça non plus aux gens. On va pas leur enlever ça. Donc oui, c'est moral, oui. Bah, pourquoi ce serait pas... Il y a des postures très éloignées, comme ça, qui m'énervent beaucoup, de ces gens qui vont un peu regarder le truc de haut, mais tant qu'on reste proche des gens, il n'y a pas de problème à rire. C'est moral. Et c'est pas la gravité de la situation qui définit la moralité ou non de rire d'un truc. Il y a des façons de rire que je trouve parfois pas très morales. Mais il y en a d'autres que je trouve plus morales. Par exemple? La mauvaise époque qui a duré quelques années de Guillaume Meurice où ses chroniques, ce n'était que de prendre des ploucs sur les marchés du fin fond de la France pour y rester une matinée entière et garder les 3 fois 8 secondes de dinguerie totalement hors contexte et envoyer sur la gueule des prolos racistes. Je trouve pas ça ultra moral. Voilà. Moi, il en est revenu. Je fais de la chronique maintenant. Mais il y a des rires, mais il faut pas les interdire. Hein. Mais je trouve pas ça très moral, voilà. Mais le rire a aussi fait pour caricaturer. Mais quand on touche aux gens qui n'ont rien demandé, ça me paraît plus moralement douteux que quand on s'attaque à ceux qui ont tout. Donc, c'est pas le contexte qui détermine si le rire est moral ou pas. Et plus le contexte est dur, plus le rire est légitime. Et vous êtes un gilet jaune de cœur, je crois qu'on peut le dire. C'est toujours assumé. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour des ZFE, les fameuses ZFE, les mouvements des agriculteurs, est-ce que vous êtes confiant ou pas en la capacité de révolte, ou en tout cas de soubresaut des citoyens ou de la population en général? Faut pas l'anticiper. Bah, c'est vrai que l'échec des Gilets jaunes a mis un petit coup à tout le monde et que le retour du clivage gauche-droite fait que chacun récupère ses propres batailles et refuse de participer aux batailles des autres. Je peux pas anticiper sur la capacité de réaction du peuple français, mais le parallèle avec les Gilets jaunes est parfaitement juste. Alors les ZFE, c'est incroyable, c'est le mélange des 3 pires trucs. C'est-à-dire, c'est mélange Gilets jaunes, Covid, McKinsey, quoi. Vraiment le pire des 3. Parce qu'on retrouve la stigmatisation des gens à la circulation et à la libre circulation avec le côté... on retrouve le côté problème d'accès à l'utilisation d'un véhicule Une atteinte à la liberté. Des Gilets jaunes. On retrouve l'atteinte à la liberté du Covid, avec des gens qui sont parqués dans des zones spécifiques. Et puis on retrouve aussi le pire de McKinsey, j'ai envie de dire, parce que le document... Comment dire, je l'avais noté le truc, le document, l'étude d'impact qui a été faite quand même sur ces ZFE, fait 3/4 d'une page Word. C'est vraiment le pire de la déconnexion technocratique pour quelque chose qui va toucher 1/3 de la population française, qui touche 1/3 de la population française. Et pour ça, on fait une étude d'impact de 3/4 de page Word. Donc ce n'est absolument pas une mesure écologique, c'est une mesure démagogique et politique, ce qui explique qu'ils n'arrivent pas à la défendre. C'est une mesure qui, quand même, il faut le rappeler, c'est
la destruction pure et simple de 65 milliards d'euros de patrimoine. C'est sidérant, en fait. Alors, bien sûr, ils suppriment la décote. Donc, les mecs ne peuvent même pas revendre les véhicules là. Ça bloque l'accès au crédit, parce qu'on peut plus le marché de l'occasion des critères 3 et 4, ça a perdu 50 à 100% de sa valeur, les véhicules. Les garagistes ne le reprennent pas. On ne peut pas les revendre. Agnès, on voit bien que c'est une décision technocratique, puisqu'Agnès Pannier-Runacher, quand une auditrice, c'était sur France Inter, lui fait remarquer ce fait-là, elle le découvre, elle dit qu'elle ne l'avait pas anticipé, ce qui est quand même à quel point c'est complètement sidérant. Et elle dit même dans cet entretien-là, que j'ai revu tout à l'heure, pour vérifier si je l'avais pas halluciné, elle dit, oui, de toute façon, les plus pauvres n'ont pas de voiture. C'est vraiment une réflexion de parisienne de dire un truc pareil. Les plus pauvres n'ont pas de voiture, donc elle connaît pas son truc. Et puis c'est aussi une réforme complètement démago, enfin complètement politique, parce que ça a été fait en fonction de l'année du véhicule et pas véritablement en fonction de l'émission. Et puis ces véhicules-là, dont personne ne veut, ils vont partir où? Ils vont partir dans d'autres pays. On est d'accord que la pollution, c'est un problème mondial. Donc ça montre bien que c'est un impôt sur les pauvres. C'est un impôt sur la pauvreté et une stigmatisation des individus qui est contraire à l'esprit du droit. On n'a pas à dire à des gens, en fonction de vos revenus, vous ne pouvez pas forcément accéder à certaines zones. Et le contre-argument des transports en commun ne marche pas. Si vous êtes en banlieue lyonnaise, vous voulez à Lyon, c'est 1 heure de transport, c'est 20 minutes en voiture. Et puis tout le monde ne peut pas. Agnès Pannier-Runacher, elle le sait pas. Comment elles font les infirmières qui sont en décalé? Le coût des transports ne marche pas pour les gens qui bossent la nuit. Alors le pire, c'est que vous avez des dérogations petits rouleurs auxquelles personne ne comprend rien. C'est arbitraire. Complètement. C'est très variable. En plus, ça dépend de la zone géographique. Faut s'y prendre des mois en avance. Les critères sont pas connus. Enfin, c'est une blague dès le départ, ce truc-là. Et c'est vraiment de la bêtise administrative, politicienne. C'est un impôt. Ils ont caché un impôt. Mais la question que je me pose derrière, c'est est-ce que ça existe une écologie qui ne se fasse pas au détriment des pauvres? Est-ce qu'une écologie peut se faire au détriment des pauvres? Bah oui, il y a des écologies qui peuvent se faire, il me semble, en tout cas plus intelligemment que d'aller taper spécifiquement sur les pauvres. Il y a des écologies l'écologie, ça coûte aux gens, mais c'est pas obligé de coûter qu'aux pauvres. Donc oui, la question de la production locale, la question de la réindustrialisation, la question des circuits courts, c'est des choses qui touchent tout le monde. La question du tri sélectif, ça touche tout le monde. La question de pisser sous la douche, pas quoi. À la limite, ça coûte tout le monde. Mais ça coûte à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire des impôts qui ne vont toucher spécifiques, en tout cas qui ne vont poser un problème qu'aux pauvres. Donc oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire en matière d'écologie qui touchent pas les pauvres. Même les trucs cons là de bouchons en plastique à accrocher à la bouteille. Bon bah ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Oui, ça reste très anecdotique. Sur les grandes, ça reste très anecdotique, mais on peut faire de l'économie. Alors, il est vrai que si l'on veut baisser la consommation de produits fabriqués en Chine et qui polluent, bah oui, il faut réacheter du français, donc ça coûte cher. Donc c'est toujours mais c'est pour ça que ça doit être fait sur le progressif et certainement pas avec un truc aussi bourrin que des ZFE. Parce que vous n'avez pas le parc de transport parce que vous pouvez pas le compenser, en fait. Donc, vous pouvez faire des choses, en fait, vous pouvez programmer, vous pouvez prévoir. Il y a une époque en France où on avait un plan. On n'a pas de plan, on improvise. On a un commissaire au plan, pourtant. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Commissariat au plan, on a eu François Bayrou. On a eu François Bayrou, les rapports sont accablants, d'ailleurs. Il n'a rien fait. Son travail se compte en une vingtaine de pages Word. Des milliers d'euros. On rappellera que lui n'était pas payé, mais qu'en effet, il y a toute une équipe derrière qui... Ce que ça a coûté, oui. Qui est rémunérée pour la production de ces dossiers. Aberrant. Alors, je voudrais aborder un autre petit sujet. C'est une polémique qui a eu lieu il y a 2 semaines. Oui. Le fameux mouchoir-gate. Très rapidement, ouais. Parce que c'est pas... je sais pas, moi, il planque son mouchoir. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait... c'est le fait qu'il y ait eu une polémique sur le fait qu'un président planque un mouchoir. Et qu'est-ce que ça raconte d'une part de notre époque et l'autre
sujet, ce qui m'intéresse, c'est qu'une bonne partie de la droite, notamment du camp souverainiste, se sont engouffrés dans la brèche en estimant que ce paquet n'était pas un mouchoir, mais... Parce que la haine est telle, ça ne révèle rien de plus sur notre époque, ça révèle que ce type est tellement haï, les gens lui imputent un tel degré de vice et de corruption qu'en fait ça devient purement et simplement crédible. C'est toujours l'histoire de la crédibilité et de l'explication la plus probable. C'est encore une fois ça, l'esprit critique, c'est face à quelque chose où je n'ai pas toutes les informations, je mise sur ce qui est le plus probable. Et ce qui vient, quand on voit un ministre faire une connerie, un président faire une connerie, normalement, ce qui devrait être le plus probable, c'est qu'il a fait une connerie ou qu'il a échoué. Aujourd'hui, ce qui est le plus probable, c'est le complot, c'est la trahison. Parce qu'au vu des cas précédents, particulièrement sous ces 7 dernières années, c'est ce qui devient. Si on applique l'esprit critique, le complotisme devient une interprétation saine et plus crédible. Et ben là, c'est pareil. C'est que le mec est tellement fou, parle tellement mal aux gens, fait tellement des gueules pas possibles quand il est à la télé, que quand les gens voient un mouchoir, ils se disent « le truc le plus crédible, c'est la coke ». Mais il en est responsable de ce truc-là. C'est juste que il est tellement fou que les gens cherchent des explications et celle-là devient l'explication la plus crédible. Donc pour vous, ça ne décrédibilise pas ceux qui sont partisans de cette théorie. Mais si, ça décrédibilise parce que c'est maladroit d'aller se mettre sur des trucs comme ça et qu'après, c'est très facile d'avoir la check news de Libé qui dit non mais c'est faux parce que preuve l'Élysée nous a dit que c'était faux. Mais ça aussi, c'est censé être un truc valable. L'Élysée a dit que c'était faux. Parce que les 900 dernières fois, c'était vrai, en fait. Donc, il n'y a pas de... Vu que le fact-checking est devenu la validation d'une parole officielle, voilà. Mais est-ce que c'est le plus crédible pour moi que ce soit de la coke? Non. Pour moi, c'est un non-événement politique. Mais je peux pas en vouloir à des gens qui vont dire ah, regardez, il planque un truc... Mais ce qu'il a fallu gober, tout ce qu'il a fallu gober, et qui à chaque fois était vrai. Je vais juste du coup finir la question initiale parce que elle est liée à ça. Est-ce que c'est la responsabilité de responsables politiques d'alimenter ce genre de polémique? Est-ce que ça ne décrédibilise pas totalement leur cause? Je pense notamment à certains hommes politiques du camp souverainiste. Ah oui, ça devrait tactiquement, c'est une erreur de rentrer là-dedans. Il faut dire oui, il n'y a pas d'intérêt. Il faut laisser les gens troller. Et il faut en rigoler. Là, l'humour est utile. On peut très bien, par l'humour, montrer l'absurdité de ce truc-là sans valider la certitude que c'est de la coke. C'est pour ça qu'il faudrait faire preuve de... Et certainement pas rendre le truc sérieux. Sérieux, surtout pas. Surtout pas. Alors, on va du coup... la transition est bien faite sur l'Assemblée nationale, parce qu'on va parler de l'Assemblée nationale. Ouais. Nouvelle Assemblée nationale par rapport à l'année dernière. On s'est vu en avril. Ouais. Alors, j'ai sectionné 2 cas qui me paraissent assez... je trouve pas les mots, donc on va les aborder. Okay. Andy Kerbat. Oui. Député LFI en congé maladie après avoir acheté de la drogue à un mineur, qui continue à voter les lois, notamment celles sur le trafic de stupéfiants. Oui, et sur celle-là, il a raison. Vous pensez que c'est possible ? C'est possible. Enfin, encore une fois, c'est une sorte de déontologie interne. Adrien Quatennens qui gifle sa meuf et qui reste là. Enfin, il y a plein de cas. Sur le cas spécifique de la loi anti-narcotrafic, effectivement, au vu de son background personnel, ça devient le vote de ce genre de loi devient très compliqué. Mais Andy Kerbat, comme tous ceux qui ont voté contre cette loi narcotrafic, ont eu 10 fois raison. Parce que cette loi n'est pas une loi de lutte contre les narcotrafics. On le comprend dès qu'on a fini la première demi-page du document. C'est une loi de lutte contre le crime en bande organisée, dont les narcotrafics ne sont qu'un exemple. Et c'est une loi d'extension des mesures de surveillance à l'encontre des gens qui sont accusés de crimes en bande organisée. Sauf que cette notion de crime en bande organisée a été utilisée juridiquement pour condamner des gilets jaunes, a été utilisée juridiquement pour condamner des militants écologistes. Donc c'est le sketch de Bigard. Dès qu'on a un groupe de 2, c'est de la bande organisée. Donc en fait, il est totalement normal
de s'opposer à cette loi qui prévoyait quand même, alors il y a eu des aléas, des discussions, mais qui prévoyait quand même la systématisation des backdoors sur Telegram, qui prévoyait quand même la création d'un dossier coffre, ce qui est une atteinte sans précédent à l'état de droit ou même aux principes fondamentaux du droit moderne. C'est-à-dire de dire que l'avocat de la défense peut se voir refuser sur décision administrative l'accès à certains éléments du dossier dès qu'il y a bande organisée. Donc, un avocat de gilet jaune, voilà, la politique, elle vous a vu à tel endroit, mais je suis désolé, je peux pas vérifier si c'est vrai, donc tu peux pas préparer ta défense. Donc oui, il fallait voter contre cette loi sur les narcotrafics. Le seul élément qui concerne spécifiquement les narcotrafics des 40 propositions de ce texte, c'est de doubler, je crois, la gave pour les mules et quelques peines de prison. Voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est une loi de surveillance, de généralisation des caméras de surveillance, de création de passe-droit juridique. Donc non, il fallait voter contre. Que ce soit lui qui le vote, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, comme si demain il y a un texte sur les violences sexistes et sexuelles, si un jour Darmanin il peut voter, c'est malheureux. Comme s'il y a plein d'autres, ce serait malheureux. Mais oui, c'est malheureux. Je vais me faire l'avocat du diable un instant, mais le sujet du narcotrafic est tellement exceptionnel qu'est-ce qu'il ne faut pas des lois d'exception pour le traiter? Ben oui, mais il faut des lois qui traitent du sujet. Tu me refais la même loi et tu me dis pour les narcotrafics. Et on peut en discuter. Mais tu me refais pas une loi qui condamne le crime en bande organisée, point, à la ligne, exemple 2 points, le narcotrafic. Parce que là, tu te fous de ma gueule. Et encore, ça justifie pas forcément Telegram, les backdoors. La possibilité de faire des écoutes d'ozone, introduit par cette loi quand même. On estime qu'avant, on écoutait, on surveillait téléphoniquement les individus, maintenant on surveille une zone. Donc tu as tout l'immeuble, les histoires de cul, les machins, les trucs, ils sont écoutés. Parce que tu as un type dans l'immeuble qui fait du trafic. Ou qui est gilet jaune. Ah non, rien ne peut justifier. Il faudrait des choses très spécifiques. Narcotrafic et terrorisme en font partie. Mais il faut que ça cible ça. Précisément ça. Et pas le crime en bande organisée. C'est entendu. C'est tout. Alors, on a eu Andy Kerbat de l'autre côté de l'échiquier politique, au côté RN, même si elle a été exclue depuis. On a Christine Engrand. Oui. Elle est drôle. Voilà, donc élu du Pas-de-Calais, qui a été épinglé pour avoir utilisé plus de 10 000 euros de son enveloppe parlementaire pour des frais d'obsèques, des frais de garde, de pension pour ses 2 chiens, et également un abonnement à sites de rencontres. Où elle a rencontré son compagnon, qui est également son assistant parlementaire. Ah, ça j'ignorais. Et oui, ça a été révélé. C'est par le biais de l'appli Tinder qu'elle a rencontré son mec qui devient son assistant parlementaire. Mais c'est une plaisanterie. Est-ce qu'on fait mieux? Ah bah là, il y a beaucoup là. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi j'en avais rigolé dans un épisode, j'ai dit le RN fait rentrer un noir à l'Assemblée, c'est génial parce que son mec ne peut être qu'un brouteur camerounais, je veux dire, le profil. Mais en fait, je sais même pas qui est ce garçon, mais si, de fait, si. Donc oui, c'est une blague, là c'est. Mais il y a toujours des bras cassés comme ça, à gauche, à droite, il y a toujours quelques bras cassés, ouais. Mais il y a toujours, mais on pourrait se poser la question de pourquoi il reste, pourquoi l'Assemblée nationale n'est pas capable de les renvoyer. Parce que c'est au parti des exclure, non? Ah, les partis, le RN l'a exclu en tout cas. Oui. Pour autant, elle est toujours élue. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que l'Assemblée ne le fait pas? Parce que c'est pas... Est-ce qu'il ne faudrait pas, la question c'est plus ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Assemblée puisse démettre de ses fonctions des personnes? Il faudrait que le peuple souverain puisse révoquer des gens. Voilà. Ce qui était une proposition que faisait la France Insoumise, il me semble. Tout à fait. C'est aux gens de décider qu'ils ont plus envie que leur élu soit présenté. Je vais pas confier ça à Yael Braun-Pivet, enfin. Avec son parti pris légendaire. Non. L'objectivité de Yael Braun-Pivet, je n'y crois pas une seule seconde. Donc c'est pas Yael Braun-Pivet ou à son successeur de décider si on exclut un... Mais c'est comme pour cette affaire de condamnation de Le Pen. Moi, je suis même pas sûr que ce soit la justice forcément de déclarer de...
C'est une piste à ouvrir, c'est une piste de réflexion, parce qu'il y a aussi des arguments qui vont dans l'autre sens. Est-ce que c'est vraiment la justice de déclarer qu'un élu doit être inéligible? Ou est-ce que c'est pas aux gens? Mais bon, l'argument peut être aussi contrebalancé par le fait que les gens vont pas penser en termes de droit, ils vont penser à si cette personne a des avis politiques qui sont très proches des miens, je vais avoir un degré de tolérance plus élevé vis-à-vis de sa corruption. Ce n'est jamais une bonne façon de voir les choses. Je vais me faire également l'avocat du diable à ce titre-là. On va dire que les électeurs ont bien élu un double ou triple fichier S sans trop de problème. Oui. Voilà. Donc, mais en tout cas, sur la révocation d'un éventuel élu de la République, oui, au bout d'un moment, les gens peuvent ne pas avoir envie que tel député puisse être maintenu, quoi. Mais en plus, on le voit que ça soit des bases militantes. À la FI, c'est la direction qui a protégé Quatennens. L'électorat a été choqué de ce truc-là, vraiment. Alors que il y a 10 fois pire à l'intérieur. Donc les électorats sont choqués des dérives de leurs dirigeants politiques. Mais c'est le problème des partis. C'est le vrai problème, c'est le problème des partis. C'est ça qui est problématique. Est-ce que dans toute cette année qui vient de s'écouler, vous avez noté des choses qui vous ont choqué, amusé particulièrement du point de vue politique, toujours à l'Assemblée nationale? Parce que là, je vous ai donné mes 2 exemples, mais oui, il y en a peut-être d'autres. Ouais, il y en a eu plein, il y en a aucun qui me vient en tête là immédiatement, mais il y a eu beaucoup de, c'est devenu vraiment une cour pour enfants. Là, cette assemblée-là, c'est devenu vraiment une cour pour enfants. Donc il y a des choses qui, oui, il y a des choses qui sont parfois amusantes, il y a toujours, mais le truc le plus choquant de cette Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui, on a un président qui n'en a pas tenu compte. Donc moi, ce que je trouve assez pathétique, c'est l'espèce de jeu systématique des uns et des autres qui veulent pas faire les motions de censure, particulièrement le RN, qui refuse de les... Quand il est cornérisé, on voit bien qu'ils soutiennent le truc. Ce qui m'a fait hurler de rire, c'est l'idée que Marine Le Pen s'imaginait qu'en soutenant la nomination de Ferrand, ça lui servira à quelque chose. C'est ça. Et qui s'est fait empapaouter pour la 17e fois d'affilée. Voilà. Mais tous ces partis-là, en fait, sont des sectes. C'est pour ça que je ne choisirais jamais, parce que tu me dis le parti RN, le parti FI, mais pour moi, c'est des maladies. Donc, quelle est la meilleure des 2 maladies? J'ai mal à me prononcer. Il faut interdire les partis politiques en France. La 5e République a été faite pour ne pas y retomber. Ce sont des usines à protéger des carrières, ce sont des usines à protéger des cadres. Ce sont des usines, parce qu'il y a tout le bouquin sur Mélenchon, dont on parlera peut-être, qui est sorti en ce moment, mais qui ne révèle rien de plus que le problème interne de fonctionnement des partis politiques. Et puis l'autre problème des partis politiques, c'est que leurs convictions ne sont qu'électoralistes. Des partis comme le RN et comme la France Insoumise ont changé radicalement à 180 degrés sur certains sujets, parce que dès qu'il y a un sujet de société, ils regardent quelles sont leurs bases électorales, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, et puis voilà comment on se prononce. Et la répartition des électorats dans ces partis-là fait que les thèmes sont dispatchés, et qu'en fait la réalité, c'est qu'aujourd'hui la parole du peuple, la démocratie, n'est pas entendue. Alors, je ne dis pas que le peuple a toujours raison, mais si on se positionne sur un point de vue de qu'est-ce que veulent les Français à 70, 80, 90%, aucun parti politique, si on prend toutes ces choses-là, ne peut leur permettre de les avoir s'ils accèdent au pouvoir. Traduction simple, vous n'avez pas de parti en France qui vous met une augmentation du SMIC et qui expulse les OQTF. Vous aurez toujours à choisir. Alors que c'est dans les 2 cas quelque chose que les Français veulent massivement. Vous ne l'aurez pas. Vous serez obligé. Donc, c'est très pervers, ce truc des partis. C'est ultra pervers. Et puis, concernant ces 2 partis politiques-là, j'ai eu 42 ans, je les ai vus trahir 10 000 fois, donc je peux comprendre quand des Ilan Gabet vont dire « Ah là là, mais il faut voter Mélenchon parce que c'est un humain extraordinaire ». Je ne crois plus du tout à ce truc-là, je les ai vus tromper 40 000 fois, puis Mélenchon, c'est quand même, tu vois, un type à l'époque qui s'allie quand même avec l'extrême droite radicale quand il s'agit de tuer le PS, tu vois. Donc, je crois pas à la vertu morale de ces gens-là.
Il y a les comptes insoumis en ce moment qui partagent la vidéo ridicule de Mélenchon qui donne un sucre à un chien. Ils disent regardez, c'est incroyable, c'est là où on voit l'humanité. Parce que bien sûr, on peut pas être antisémite et adorer les labradors. L'histoire montre le contraire quand même. Et là, ils sont dans cette fétichisation. Bon, moi je mets ça de côté, ça m'intéresse pas. Ce que je regarde, c'est les convictions politiques. Pourquoi je te disais que les positionnements politiques dépendent des électorats. Ils ont à y gagner, ils ont à y perdre. Moi, je regarde quand ils ont du courage. C'est ça qui m'intéresse. Parce que défendre la rémigration devant un public d'extrême droite, c'est pas très courageux. Défendre que Israël commet un génocide en Palestine quand t'as 80% de l'électorat musulman qui vote pour toi, pas très courageux. Tu prends pas de risque. Donc moi, je regarde comment ces gens-là se sont comportés depuis 7 ans sur les gros sujets. Les sujets où il fallait avoir des couilles. Les sujets où moi j'ai perdu 100 000 abonnés puis j'en ai regagné 100 000. Tu sais, vraiment les sujets qui font un coup de machine à laver sur ta chaîne parce qu'ils clashent. Parce que tu sais que sur ces sujets-là, ça touche les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les femmes, les hommes. Tu sais que t'as pas de la gauche, la droite. T'es obligé de te positionner de façon risquée, de parler avec tes coronesses. Il y en a eu 3. Il y a eu le Covid, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu l'Ukraine. Et puis il y a la question européenne derrière. Sur ces 3 sujets qui ont scindé la société en 2, ces 2 partis ont eu une posture à la fois lâche et lamentable. Ils ont échoué à récupérer politiquement le mouvement des Gilets jaunes. Mélenchon a essayé, Marine Le Pen a eu au moins l'intelligence de pas trop essayer de le faire. Mais dans les 2 cas, ils se sont fait envoyer chier. Ils se sont fait envoyer chier. La gauche est arrivée avec 3 mois de retard. Et Marine Le Pen a commencé à soutenir le mouvement qu'une fois que l'équipe d'en face avait noyauté le truc avec les Black Blocs et tout, et que ça devenait inaudible, et que finalement ça avait plus de chance d'aboutir. Dès qu'ils ont vu que Macron n'avait pas pris l'hélico, ils ont commencé à défendre le truc dès que c'était devenu inoffensif. Ils ont été d'une lâcheté, ils ont été des merdes totales. Sur le sujet du Covid, quel manque de testicules. Des deux. Enfin, c'était ridicule. Ils ont pas ils sont pas allés sur le terrain sanitaire, ils sont pas allés sur tout ça. Ils ont voulu être, nous écoutons la communauté scientifique et l'OMS et les machins trucs. Ils n'ont dénoncé que les absurdités les plus dérisoires. Il n'y a pas eu de prise de courage et de prise de risque. C'est-à-dire, à chaque fois que on peut se prendre le contre-coup du discours fact-checker, vraiment très fort, ils y ont pas été. Et sur l'Ukraine, une plaisanterie. Que ce soit Marine Le Pen avec son espèce de position au début un peu russe parce qu'elle pense que ça va passer vite puis qui finit par se ranger dans une posture ukrainienne dès l'instant où ça tarde un peu trop et qu'elle voit qu'électoralement elle va y perdre. Et puis Mélenchon, l'escroquerie quoi. C'est-à-dire on arrive avec un discours qui est un discours de non-belligérance et de neutralité axiologique gaullienne et puis avec plutôt un tropisme pro-russe dans le discours parce que leur base électorale. Et puis ensuite, quand tu regardes le programme de la NUPES pour le Parlement européen, et le programme de LFI, tu te retrouves dedans, soutien militaire et financier total à l'Ukraine jusqu'à récupération de tous les territoires annexés, pardon. Vous voulez revenir sur la Crimée, donc vous voulez une guerre atomique avec Poutine, en fait. Donc c'est plus les câlins, von der Leyen, les machins. Donc tout est fake, absolu. Pareil pour le RN qui vote à l'Assemblée, au Parlement européen, des choses complètement contraires à ce qu'elle dit en interne. Donc en fait, moi je les regarde sur leur manque de courage et sur les moments où il fallait prendre le risque de perdre des plumes. Et à chaque fois, ils ont joué le parachute, la sécurité, le discours minimum et l'hypocrisie. Parce que structure partisane, parce que tout ça. Et par rapport à tous ces courants politiques, par rapport que vous avez mentionné, vous n'avez pas mentionné d'ailleurs trop les centristes. Je pense qu'on va en parler maintenant. Ben parce qu'on n'est pas obligé de prouver que c'est une secte, ce truc-là. Enfin, il n'y a plus de débat quand même. On a compris. Ah ben le grand public ne l'entend pas forcément de cette oreille-là. Ouais. Nathalie Loiseau n'est pas la voix de la raison pour vous. Non, les gens. Si on enlève les gens du truc, LREM là, cette escroquerie, les gens ont vu que c'était une secte. Les gens ne saisissent pas la gravité de ce que ça représente. Ils sont là, ils rigolent, le fou du bus, il est devenu malade, Non, mais justement, la conclusion, ils ne prennent pas en compte la gravité de ce qui se passe, mais ils ont conscience que c'est un truc, c'est une secte. Pourtant, ils incarnent quand même le camp de la raison, notamment parmi les catégories les plus âgées, on va dire. Oui, donc très peu de gens. Non, mais les gens, c'est quoi? C'est combien de pourcents du corps électoral?
en enlevant le vote de second tour. C'est quoi la base électorale, même la base militante de La République En Marche? Ils ont 8000 adhérents aujourd'hui. C'est un groupe de potes de centre-ville qui dirigent la France, en fait. Mais c'est pas les gens. Non, les gens l'ont vu. Il n'y a aucun soutien populaire. Les gens n'y vont pas. Donc ils ont bien vu. Alors cette année, on a beaucoup parlé, d'Israël, de Gaza. Oui. Notamment donc chez nos élus, dont certains, on se demande même si ce sont nos élus ou des élus d'Israël ou de Palestine. Est-ce que c'est leur rôle, premièrement, et comment expliquer qu'un sujet prenne une place aussi considérable dans le débat public, alors que, à ce que je sache, Israël n'est pas la France? C'est longtemps que ça prend une place importante dans le débat public. Là, c'est quand même... oui, mais parce que... L'accorderait, c'est... parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, quand même. Donc, il y a quand même un peu d'occasion de revenir dessus. Oui, mais il se passe des choses dans d'autres coins du monde qui ne sensibilisent pas autant les gens, a priori. Oui, il y a un double mouvement. Il y a à la fois un mouvement de récupération de cet événement-là par un certain nombre de cadres de la France Insoumise à visée électoraliste. C'est-à-dire qu'ils en font... j'avais vu que ça couvrait 70% du temps de tweets des députés LFI ou de certains députés LFI. Enfin, c'est disproportionné. Je crois que Rima Hassan, c'est 80% de ses tweets. Émeric Caron, Thomas Porte. Il ne parle que de ça. Mais ce qui était très intéressant, c'est que pendant la campagne européenne, le nombre de tweets de la FI sur ce sujet-là avait été divisé considérablement. Parce que il fallait essayer de ratisser un peu plus. Donc, ils assurent les bases pendant les périodes non électorales. Enfin, c'est complètement opportuniste et électoraliste. Ils en font 10 caisses sur ce sujet, sur tout ce qui touche la communauté musulmane, parce qu'ils veulent les exciter sur ce sujet-là. Et puis, d'un autre côté, on a une droite qui s'identitarise de plus en plus et qui veut marquer sa rupture avec les éléments, on va dire, pro-palestiniens de la droite. C'est-à-dire les anciens de chez Soral, une partie des anciens de chez Soral, une partie des souverainistes gaullistes à tendance classique, etc. Donc, vu qu'on veut marquer le civilisationnel, ils vont en faire 10 caisses dans leur soutien à Israël. Et vu que c'est la position dominante, puisque c'est la position du pouvoir central, c'est pas très risqué. Donc, on se retrouve avec une prise d'otage, réellement, et puis ce sujet qui finit par couvrir, une grande partie de ce qui se passe au sein de l'opinion publique. Et c'est important pour vous comme sujet? Ouais, mais pas plus important que ce qui se passe en Arménie, pas plus important que ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Donc, mais qui sont pas malheureusement suffisamment à la mode. Donc, c'est important, mais ça m'emmerde de voir des députés et des élus de la nation ne parler que de ça. Ouais. Je voudrais qu'on aborde également la question de l'Union européenne, oui. tant qu'on est dans l'international. Après la santé, on sent qu'elle veut prendre la main sur la défense. Ouais. Ça n'est pas dans ses prérogatives, aucun des deux sujets. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence ou de coup d'État à bas bruit? Bah oui, mais l'Union européenne est un perpétuel coup d'État à bas bruit. Ce n'est qu'un coup d'État à bas bruit. Donc maintenant, c'est l'Europe de la défense qui totalement, il faut que les gens le comprennent, c'est totalement décorrélé de l'actualité actuelle. Poutine serait en train de cultiver des fleurs dans son jardin, il y aurait le même débat, probablement alimenté par un autre conflit. Ce projet de fédéralisation de l'armée européenne, ce projet d'extension de la bombe atomique française à d'autres pays est un projet qui est dans les cartons depuis très longtemps. On trouve déjà des traces de ça dans les cadres de la Macronie en 2017. C'est là, depuis le début, c'est totalement un prétexte. Donc oui, l'Union européenne, en tout cas, l'Union européenne, oui, et certains penseurs, d'entre guillemets, de l'Union européenne veulent une extension, notamment sur le domaine militaire de l'UE. Oui. Est-ce que les Français ont suffisamment conscience de tout ce qui découle de l'Union européenne? Non. On parlait par exemple tout à l'heure des ZFE. Les ZFE, c'est la suite logique d'une directive européenne. Ouais. Sur la qualité de l'air. Mais ils en ont pas. Ils en ont peut-être conscience parce qu'il y a eu un boulot qui a été fait, mais bon, ils pensent qu'on peut faire autrement. Il y a toujours cette espèce de douce idée qu'on pourrait faire autrement. On pourrait modifier de l'intérieur, que c'est du dialogue, et puis d'un autre côté, ça nous apporte des... Oui, les gens n'ont pas forcément suffisamment conscience. Mais parce que déjà le discours de droite a abandonné cette critique, le discours de gauche a suivi,
Et aujourd'hui, nous avons le RN comme le FI sont europhiles ras la gueule. Ils ras la gueule. Parce que ça rassure peut-être les électeurs au final. Parce que ça rassure les électeurs qui restent. Pour faire très simple, les Arabes, ils en ont rien à foutre de ces histoires-là. Et vu que leur nouvelle ligne communautariste leur a fait perdre définitivement ce qui leur restait, parce qu'il n'y a pas que des Arabes à la France insoumise, contrairement à ce que disent les indigénistes, mais il y a aussi beaucoup de bobos de centre-ville. Ils sont européistes à la gueule, tu peux pas leur enlever leurs vacances. Ils croient à toutes ces conneries-là, donc ils ont retiré le discours. Et puis le RN a fait pareil depuis bien longtemps, ça fait peur. Ça fait peur. Donc ils le disent pas. C'est pour ça que je le mettais tout à l'heure dans la liste des sujets sur lesquels on voit le manque de courage. Et ça enterre d'ailleurs toute idée de possibilité d'un Frexit, parce que quand bien même il y aurait 36% des Français au dernier sondage qui seraient favorables à un Frexit, strictement personne de la classe politique qui a une véritable influence au-delà, on va dire, de 3-4% ne le propose. Et ne le proposera. Il ne le proposera. Hein, on peut pas, ils vont pas, ou alors les deux, l'AFI et le RN, ou un des deux, nous fait une gigantesque taquia, et puis il prend moyen quand même. Et vous et moi, on a 42 ans, on a le même âge. On a vécu, certes, rapidement l'avant Maastricht, mais c'est toute la génération qui vient derrière, finalement, on n'a vécu qu'avec l'Europe. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le dernier instant où l'idée même d'un Frexit pourrait parler à la population? Peut-être pas, j'en sais rien, tant que l'illusion de la croissance européenne se maintient. Mais les gens abandonnent les modèles quand ils deviennent, comme dans leur quotidien, c'est très 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 mauvais. Et nos dirigeants européens, si à un moment ils sont acculés, accuseront l'Europe. Je renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le discours de Macron. Quand on lui met son nez dans le caca sur les investissements dans l'armement, qu'il est pris à défaut, mais vraiment parce que lui, il avait participé très fortement à ce truc-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est la faute de l'UE. Donc ils auront pas peur de lâcher l'UE si c'est pour sauver. C'est leur gueule en premier. Alors l'Union européenne, c'est aussi notre rempart face aux ingérences, paraît-il. Oui. Quand Valérie Hayé, députée macroniste au Parlement européen, encourage toute la diaspora roumaine à voter contre le candidat populiste, on ne peut pas parler contre le candidat populiste roumain, pardonnez-moi, je termine ma question. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'ingérence? Mais si, mais bien sûr qu'on peut parler d'ingérence. Et Thierry Breton qui dit si ça arrive en Allemagne, il faudra faire pareil. Il a dit oui, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit Thierry. Donc bien sûr, aujourd'hui, il y a un argumentaire qui est prêt et qui est assumé. Si jamais nous n'hésiterons pas à interdire ou à refaire faire des élections si le résultat ne nous plaît pas. Bien sûr, c'est une ingérence permanente. Et oui. Ben oui. C'est honteux ce qu'on a fait là-bas. C'est complètement délirant. Et ils hésiteront absolument pas à le faire en France. Nous sommes dirigés par une mafia. On a besoin de dégager ces gens-là. Est-ce que l'homme providentiel qui règle tout est la bonne solution? Certainement pas. Si vous continuez à faire les cons à la FI avec votre stratégie de la provoque, vous allez finir par remplacer le RN dans le rôle de parti de bouc émissaire. Dès que la décision va dans leur sens, les mecs vont le soutenir. C'est à hurler de rire. Et tous, il faut croire les médias quand ça les arrange, il faut pas les croire quand ça les arrange pas. Le jour où tu apprends que le discours à l'ONU contre l'invasion en Irak a été écrit par Bruno Le Maire, tu vois ce que la politique fait des hommes. Ils n'arriveront jamais à connaître le quotidien des gens. Donc ça, c'est toujours quelque chose, on pourra s'en moquer. Ils auront toujours des Agnès Pannier-Runacher qui viennent expliquer que les pauvres n'ont pas de voiture. Mais on n'a pas fini de rire. Très clairement.